Amis d'électronique, bonjour. Quand on fait d'électronique, il y a un petit peu deux sortes, on va dire, d'activités, qu'on fait ça, je veux dire, à titre amateur. Il y a ceux qui se contentent de faire de la réparation, par exemple, ou des petites manips comme ça, mais je veux dire, qui gardent pas, disons que sur breadboard et tout. Donc, dans ce cas-là, ce que je vous ai déjà montré au niveau de l'équipement de base, fer à souder, alimentation, multimètre, tout ça, ça suffit. Et il y a ceux qui, derrière, veulent fabriquer des choses qui vont leur être utiles, comme je vous montre des fois les fameux CP quelque chose, c'est-à-dire soit des appareils de mesure, mais ça peut aussi être des chargeurs, des trucs, enfin voilà, des appareils qui vont leur être utiles. Et là, le truc qu'on oublie un peu souvent, c'est que c'est bien beau d'avoir fait, voilà, on a un super beau PCB, on a un beau circuit, tout marche bien et tout, bah c'est bien, mais d'un autre côté, si on ne met pas dans une belle boîte, ou un beau coffret, un beau châssis, un truc comme ça, ben, ça ne sert pas à grand chose. Et le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous partager mon expérience pour vous montrer un petit peu pour moi quels sont un petit peu le must-have, un petit peu les outils minimum qu'à mon sens il faut avoir si vous voulez faire quand même des boîtiers, des systèmes, je veux dire, quand même relativement présentables, de bonne facture, on va dire, comme ça. Bon, bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler vraiment du truc de base que tout bricoleur a, électronique ou pas, à savoir les tournevis, les embouts, un marteau, une pince, tout ça. Enfin, je veux dire, je pars du principe que toute personne qui bricole a déjà ce genre de choses. Et je vais quand même insister plus sur les outils qui sont quand même un peu plus spécifiques pour fabriquer voilà, des appareils électroniques ou des choses comme ça. Alors découvrons ça ensemble. Bien, et ben pour commencer, pour moi l'outil quasi indispensable si on veut quand même pouvoir travailler relativement convenablement, et c'est ça, c'est ce qu'on appelle une perceuse à colonne, une perceuse d'établi, qui voilà, généralement se présente comme ça, on peut régler la hauteur. Ici on a un mandrin, généralement là par exemple la capacité là c'est de 1 à 13 mm, qui voilà, ça se sert soit à main, soit avec une clé de mandrin. Voilà, moi je mets toujours un aimant ici pour pas la perdre, je vous en avais déjà parlé. Et donc il va permettre de faire un certain nombre de travail de perçage. Alors il y en a à vitesse variable, c'est quand même intéressant d'avoir la vitesse variable. Alors dans les modernes, il y en a avec des variateurs. Ici c'est un bête système de 3 vitesses à courroie. Alors cette perceuse, vraiment j'y tiens et elle est très fidèle. Je l'ai achetée dans les années 80, c'est-à-dire que cette perceuse, à mon avis, elle a dans les 40 ans, ça va faire 40 ans que je l'ai. Elle fonctionne encore très bien. Je veux dire que je l'utilise hyper souvent, et pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez indispensable si on veut pouvoir je veux dire quand même commencer à faire des perçages relativement droits, relativement précis. C'est vraiment pour moi un must-have, sachant qu'on en trouve maintenant, alors voilà, il y a un petit peu tout, il y a tous les prix, tous les budgets, toutes les tailles. Un modèle comme ça va quand même généralement suffire à la plupart des travaux. Donc voilà, ça je dirais pour moi c'est le premier truc. Alors bien sûr, qui dit perceuse dit forêt, et généralement aussi, je veux dire, ce qu'il faut avoir avec une perceuse comme ça, c'est un assortiment, là on en voit un par exemple, de forêt. Généralement c'est voilà de 1 à 13 mm par pas de 0,5. Déjà avec ça on peut faire pas mal de choses, sachant que certains assortiments comme cela ont aussi les valeurs qui vont bien pour les taraudages à certains diamètres. Par exemple là on a du 4,2 pour faire du M5 et ainsi de suite. Ce qu'il faut quand même avoir avec une perceuse comme ça, et pour moi c'est très important, c'est un étau de perçage. Alors c'est pas indispensable, mais tenir les pièces à la main, d'abord c'est pas évident quand elles sont petites, et surtout c'est hyper dangereux. Je suis sûr que parmi vous, nombreux sont ceux qui ont eu ce coup là du forêt qui se met dans une pièce, qui se met à tourner comme une lame, comme une malade, qui nique les doigts. Enfin ça peut même faire des blessures très graves. Donc je conseille toujours, dans la mesure du possible, de ce qu'on appelle brider, enfin, ou tenir, je veux dire, les pièces. Donc ça, on peut utiliser ce genre de petits étaux. Là c'est un étau de marque Proxion. J'avais acheté dans un salon du modélisme qui marche aussi très bien. Alors, il y en a plusieurs sortes. Là, on voit qu'il y a des prismes pour pouvoir tenir des pièces cylindriques. Il y en a qui ont un système pour pouvoir les bouger rapidement. Enfin voilà, il y a plein de modèles. Mais ça, c'est important, sachant que l'étau, alors déjà, lui, par sa masse, dans bien des cas, on peut le tenir comme ça. Mais déjà, ça limite énormément les risques. Après, rien n'empêche, bien sûr, de le brider ici sur le socle. Alors, justement, dans les outils de bridage, il y en a un que j'aime bien. Alors, il n'est pas forcément facile à trouver, mais c'est celui-là. C'est une sorte de demi-pince étau.
Donc voilà, on peut passer ici l'anneau dans une fente là pour le régler, et derrière c'est pareil, ça ressemble un peu aussi à ce qu'on appelle une sauterelle, c'est que ça peut permettre comme ça de bloquer rapidement des pièces aussi, de façon à pouvoir les travailler. Voilà, pour la sécurité, je vous conseille quand même assez vivement d'avoir ça. Donc là, on va dire, avec ça, on a le minimum. Après, ce que je vous conseillerais, c'est ce genre de choses. Alors ça, on en trouve partout, de toutes les qualités, et ça, c'est vraiment utile. Hein, c'est ce qu'on appelle des forêts étagées, qui vont jusqu'à différents diamètres. Hein. Après, voilà, ça dépend des modèles. Voilà. Alors, il y en a aussi qui sont en métrique, il y en a qui sont en dimension impériale. Moi, j'en ai un petit peu, voilà, toute une collection. Et alors ça, c'est vraiment aussi intéressant, parce que ça va permettre de faire déjà des diamètres plus grands que le 13 par exemple de forêt, et ça marche très bien pour percer dans des tôles, dans du plastique, et ça je pense que c'est un truc très intéressant. Alors un truc aussi, bien sûr, j'ai oublié de dire, que je vous ai déjà montré aussi, c'est le fameux pointeau automatique. En effet, hein, si on fait un trou dans de la tôle, si on veut que le forêt je veux dire, ne ripe pas trop, il faut pointer le trou, et pour ça on peut utiliser ce genre d'outil. Alors il y en a où c'est un pointeau avec un marteau, mais ce genre-là, voilà, on voit que quand on appuie, je ne sais pas si on voit bien, ça fait ici une petite marque dans la tôle ou dans la pièce. Et ça c'est pareil, hein, je vous avais déjà montré ça dans des QDN, ça coûte pas vraiment cher et c'est vraiment aussi quelque chose de très important pour bien travailler. Donc là, voilà, pour moi, c'est un petit peu le truc de base. Alors, dans les forêts, après, si on veut s'équiper un peu mieux, il y a des sortes de forêts qui sont vraiment hyper pratiques. Ça s'appelle, alors souvent, ils appellent ça des forêts à dépointer. C'est des forêts qui ont cette coupe ici. C'est pas réellement des forêts à bois, on voit qu'il y a une petite pointe au milieu. Et ça fait... alors, on en trouve dans différents diamètres. Et c'est vraiment très bien pour percer la tôle ou des choses comme ça, parce que quand on perce la tôle avec un fourret, je veux dire, classique, ça a tendance à engager, alors que là, ça fait vraiment des très belles découpes. Alors, ces fourrets, ils sont pas forcément faciles à trouver. Il fut un temps, on en trouvait assez facilement dans les magasins de bricolage, mais maintenant, c'est pas si simple que ça. Enfin voilà, si vous pouvez avoir ça, c'est assez intéressant. Et puis, bien sûr, ce qu'on peut après trouver, ça va être des forêts plus spécialisées. Il y a des forêts pour l'aluminium, pour le laiton, et ainsi de suite. Dans les investissements que vous pouvez faire, qui sont assez vite quand même intéressants, c'est d'avoir plus de gamme de taille. Par exemple, là, j'avais acheté, vous voyez la boîte rouge, là, c'est des forêts, mais au pas de 0,1 mm. Donc ça permet quand même de, je veux dire, voilà, d'avoir des trous beaucoup plus ajustés, parce que là, voilà, là par exemple 2,5, si je vais faire un truc de 2,3, c'est pas gagné. Donc ça, on en trouve quand même maintenant pour des investissements qui sont pas forcément très onéreux. Alors attention, c'est pareil, hein, au niveau de tout ce qui est usinage, on en a pour son argent. Si vous prenez du premier prix, voilà, c'est forêt, il faudra pas non plus en attendre des miracles, mais faut dire, souvent pour bricoler, ça suffit. Donc ça, tant qu'on est ici, quelque chose que je vous conseille, c'est ce genre de choses. Donc ça, c'est des fraises aussi à ébavurer ou à chanfreiner. Et ça, c'est super intéressant aussi. Ouais, ça coûte pas très cher, on en trouve différents sets comme ça. Et ça va permettre voilà, de mettre des vis à tête fraisée, affleurantes, ou des bavurets, les trous. Ça, je vous conseille. Donc il y a ce style-là. Et il y a aussi des fraises, par exemple, là, je vous en montre une, de ce style-là. Alors ça existe avec différents angles pour aussi faire donc, du chanfreiné et bavuret. Et bien sûr, dans les ébavureurs, alors ça c'est aussi, on va en reparler tout à l'heure, mais voilà, par exemple, ce genre d'ébavureur, c'est aussi super bien. À la main, c'est-à-dire qu'on a fait un trou, ça permet, voilà, manuellement, de les bavurer très proprement. Donc voilà, hein, on va dire un petit peu le minimum qu'on peut faire au niveau du perçage, mais rien d'avoir ça, ça va quand même vous permettre de faire énormément de choses qui sont normalement pas possibles si on ne possède pas ce genre de perceuse. Un dernier mot concernant ce genre de perceuse là, parce que j'ai encore vu ça sur un forum il n'y a pas longtemps. Il y en a qui disent il suffit de rajouter une table XY pour en faire une fraiseuse. Alors je rappelle que ça c'est pas vrai. Je vous ai déjà montré ce genre de table comme ça, là, il y en a plusieurs sortes. Il y a même des étaux là qui sont montés sur des systèmes comme ça croisés. Et on pourrait croire en effet que ça va permettre de faire du fraisage. Alors oui et non, je veux dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une perceuse comme ça, c'est fait pour avoir des efforts axiaux, hein, comme d'ailleurs dans ce sens-là, qui sont assez importants, mais c'est pas terrible au niveau effort qu'on appelle radial,
C'est-à-dire comme ça, alors qu'on va fraiser, souvent, on va avoir des efforts de cette façon-là. Et une perceuse, elle n'est pas généralement assez rigide, et même les roulements et tout sont pas vraiment dessinés pour ça. Alors c'est sûr que si vous fraisez du plastique, de l'alu, en faisant attention, en allant doucement, ça peut le faire, mais voilà, c'est pas une fraiseuse. Après, mais là on change de catégorie, on peut utiliser une vraie perceuse fraiseuse, qui là pour le coup permet de le faire, mais pareil, on n'est plus du tout dans le même gamme de prix, de poids surtout. Ça pèse, je sais pas, peut-être 30-40 kilos. Une perceuse fraiseuse digne de ce nom, vous aurez rien à moins de 150. C'est déjà plus le truc, on va dire, portatif. Et honnêtement, si vous voulez vraiment vous faire une fraiseuse comme ça, avec des tables comme ça, généralement, à part vraiment pour du petit travail, vous serez déçus et vous risquez même d'endommager votre matériel, voire de vous blesser. Bien, alors pouvoir percer, c'est bien, mais généralement, quand on va faire des boîtiers, des châssis, des choses comme ça, on va aussi généralement utiliser de la tôle ferrique ou de l'aluminium. Et pour ça, ce qu'il va très vite falloir, c'est pouvoir les découper et les découper proprement. Alors pour ça, il y a différents outils qui coûtent plus ou moins cher. Un dans ceux que je vous conseille et qui coûtent pas cher, il y a cet outil-là qu'on appelle la grignoteuse, qui généralement est vendu... parce que c'est aussi ce qu'on utilise quand on pose des placots là pour couper les rails métalliques. Et c'est quelque chose, voilà, on voit que pour l'utiliser, c'est très simple. Il suffit de venir, et on appelle grignoteuse, qu'on voit que ça grignote comme ça, petit à petit, le métal ou ce qu'on veut couper, sachant que ça permet relativement de faire des angles ou des choses comme ça, ou voir des courbures, mais enfin bon, pas avec des super rayons. Voilà, on voit que ça fait ça. Mais si on est soigneux, ça peut permettre de faire des découpes relativement droites sur des distances éventuellement assez longues. Ça, c'est vraiment un outil quand même, pour moi, c'est un petit peu le truc de base. Ce qu'on trouve aussi, après, généralement ça se trouve aussi assez facilement, ça va être des cisailles là, de ce style-là, qui vont permettre éventuellement de faire des découpes, voilà, par exemple dans de l'aluminium. Voilà, on voit que ça fait des découpes relativement belles, comme ça, droites. Ça coupe éventuellement du PCB, hein, par exemple, là, voilà, du FR4, on voit que ça coupe pas mal. Donc ça, c'est aussi un truc qu'on peut éventuellement utiliser et qui coûte pas très cher. Dans les autres outils, alors il y a ça, moi j'utilise assez souvent, ce que j'appelle des coupe-tout. Mais ça coupe éventuellement pas mal la tôle, là, voilà, c'est un truc comme ça, là, par exemple, si je veux couper ce bout de tôle, là, voilà, on voit aussi que ça fait des découpes qui sont pas mal et assez faciles. Donc ça, c'est vraiment des outils, on va dire, qui sont assez faciles à trouver et qui coûtent pas très cher. Un truc que j'utilise beaucoup et que vraiment je vous conseille, alors on le trouve sous différentes marques et ainsi de suite, c'est aussi un genre de grignoteuse avec cette espèce d'ergot ici. Et ça, voilà, on voit que ça peut permettre de faire des fois des découpes, voilà, qui sont très précises et avec des angles, par exemple. Voilà, bon, voilà, ce que je fais, ça sert pas à grand chose, mais voilà, si je veux faire quelque chose de propre, par exemple, comme ça, ça permet de le faire. Bon, c'est pas, j'ai fait vite, mais si on est soigneux, ça fait vraiment des bons trucs. Et ça marche aussi très bien pour faire des découpes dans des circuits imprimés. Par exemple, voilà, on voit que ça marche très bien dans la bakélite, dans l'époxy. Voilà. Alors ça, vraiment, c'est aussi un outil. Alors, ça fait longtemps que je l'ai, celui-là, je l'avais acheté chez Sif, je crois. Je sais pas si ça existe encore. Mais c'est un outil, si vous le trouvez, vraiment, je vous conseille. Ça fait vraiment partie, pour moi, des outils que j'utilise très fréquemment. Alors, l'avantage aussi de celui-là, c'est que si on fait un trou, voilà, on voit qu'on peut... Alors là, je l'ai pas fait avec ça, mais je veux dire, on peut éventuellement faire des découpes, si vous voulez monter un voltmètre ou un truc comme ça. Voilà, très facilement, des découpes qui sont assez propres. Si vous voulez monter, je sais pas moi... un indicateur, un galvanomètre, un truc comme ça, voilà, vous voyez que c'est très simple d'emploi. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Donc voilà pour ça. Alors après, dans les outils qu'il faut bien sûr avoir, mais je veux dire, ça fait partie un petit peu du tout venant que tout bricoleur a. Il faut avoir des bonnes limes. Je vous conseille d'acheter ce qu'on appelle des limes aiguilles, voilà, qui existent avec différentes formes. Ce sont des petites limes comme ça, et ça va permettre toujours d'ajuster facilement. Un truc que je vous avais déjà montré, qui est aussi un outil qui est, ma foi, hyper pratique. Là, je vais vous en montrer deux. C'est ce qu'on appelle là un alésoir comme ça, conique.
Et ça, bah, c'est pareil, quand on a un trou, et justement on n'a pas forcément le foret qui va bien, on fait le diamètre juste inférieur, et là ça va permettre d'ajuster. Il y a ces petits alésoirs là qu'on trouve chez Banggood, Dali et compagnie, qui sont aussi très bien, surtout dans le plastique, là, ils marchent vraiment super bien. Je vous avais montré ça dans des QDN. Alors bien sûr, une fois qu'on a découpé la tôle et tout, il faut pouvoir la plier. Alors je vous avais montré qu'il y a différentes plieuses et tout, mais d'avoir des plieuses à tôle, ça commence à être des trucs relativement chers et assez, je veux dire, difficiles à trouver, enfin c'est pas du tout venant. Mais l'outil bien sûr absolument indispensable, c'est d'avoir un étau. Parce qu'avec un étau, des cales et quelques morts bien adapté, on va pouvoir faire un très grand nombre de pliages, éventuellement en mettant des profilés. Donc moi j'ai tout un set de morts aussi, voilà, qui sont des morts qu'on peut rajouter ici sur l'étau, qui vont permettre, bah, ça par exemple, de ne pas endommager les surfaces. J'en ai qui sont faits spécialement justement avec, comme ça j'en ai fait avec des profilés là pour faire des pliages, des trucs comme ça. Enfin voilà, il y a différents types de morts, et ça c'est aussi quelque chose qui va bien servir. Je vous avais déjà montré un petit peu ça là, par exemple pour faire des pliages, hein, ça avec des cales en bois, un maillet, un truc comme ça, on arrive quand même assez vite à faire du pliage. Donc c'est vraiment important d'avoir un bon étau, et un étau qui est fixé sur quelque chose qui ne bouge pas, parce que bah voilà, si vous voulez utiliser une lime, il faut bien sûr que la pièce que l'on travaille soit la plus immobile possible. D'ailleurs au niveau de la hauteur, moi j'avais calculé pour que le haut de l'étau ici soit, je veux dire voilà, par rapport à mon coude, je sais pas si on voit bien, là, enfin, voilà, comme ça, soit à la même hauteur, ce qui fait que quand je suis comme ça, je suis bien à plat. J'avais lu quelque part que c'était la hauteur idéale pour, je veux dire, faire ce genre de choses. Donc voilà, un bon étau, alors pareil, des étaux, il y en a de toutes les sortes et tout, mais l'important c'est bien sûr qu'il ne bouge pas. Il n'y a rien de plus désagréable quand on usine une pièce comme avant, j'avais sur un vieil établi, il y a tout qui bouge, là c'est pas vraiment terrible. Bon, alors après, dans les outils qui sont vraiment sympas d'avoir, il y a ça. Ça s'appelle une cisaille d'établi. Je vous ai montré différents outils pour pouvoir couper la tôle, mais on voit que c'est des outils, je veux dire, si on va faire des grandes longueurs, ou des épaisseurs relativement importantes, c'est pas évident. Avec ce genre de cisaille, là, ça devient beaucoup plus facile, et on peut vraiment couper des grands trucs. Alors celle-là, c'est celle que j'avais depuis, enfin, j'ai quasiment jusqu'à présent. Elle a plus de 20 ans, hein. Je l'avais achetée avant l'an 2000, je crois. Et c'était un truc de marque Rondi, et elle m'a énormément servi. Je crois que c'est aussi un des outils que j'ai le plus utilisé. Bon là, elle a fait son temps, le ressort est cassé, voilà, elle commence à être un petit peu usée, mais je veux dire, elle fonctionne encore très très bien. Alors ce genre de cisaille, ça permet de couper soit ce qu'on appelle du plat, c'est-à-dire des tôles, des trucs à plat, ou éventuellement du rond, sachant que moi je ne conseille pas de couper, enfin je veux dire, si vous voulez garder un fil vraiment très propre, qui marque pas et tout, moi j'évite et je coupe jamais avec du rond, hein. Ce qu'on appelle du rond, ça va être une barre par exemple, ou un clou, un truc comme ça, quoi. Mais si on en prend soin, qu'on la garde lubrifiée et tout, ça permet vraiment de faire des bonnes découpes. Alors ça existe en plein de tailles, hein. Là, celle-là, c'est une petite. Alors justement, là, j'en avais marre, elle était cassée, puis j'en voulais une plus grande. Et il y a quelques temps, j'ai cassé ma tirelire, et j'ai profité d'une promo qu'il y avait chez RC Machines pour acheter ce modèle-là. On voit qu'il est beaucoup plus grand, il est très très lourd, hein. Je veux dire, ça pèse, je sais pas combien, mais j'ai du mal à la porter. Et celle-là va permettre, on voit ici les capacités, ils disent que ça peut couper du fer plat jusqu'à 6 mm et du rond jusqu'à 12. Donc moi, comme je vous ai dit, je coupe pas de rond avec. Et même 6 mm, c'est énorme. Moi, je veux dire, je vais pas couper aussi gros que ça, généralement, mais qui peut le plus, peut le moins. Et on voit qu'en plus, celle-ci, elle offre du réglage. C'est-à-dire que grâce ici à ces différentes vis là, on va pouvoir régler l'écartement entre les deux lames. Généralement, on s'arrange pour que ça soit assez proche. Et elle dispose aussi de cette palette là qu'on peut mettre. Parce que c'est vrai que des fois, quand on coupe des choses, elles ont tendance à bouger comme ça. Là, grâce à cette palette, ça permet de tenir. Donc ça coupe à peu près tout et n'importe quoi. Là, on voit un bout de tôle. Voilà, on la met comme ça. Et toc. Et on voit que ça fait des coupes vraiment parfaites. Très simplement. Ça coupe bien sûr éventuellement du plastique. Là on voit un petit bout de plastique par exemple. Bien sûr ça coupe très très bien. Voilà.
Enfin bref, ça peut couper. Alors le circuit imprimé, ça le coupe parfaitement, et ainsi de suite. Donc ça, vraiment, c'est aussi, je veux dire... pour moi, ça va être encore mieux que ce que j'avais, sachant que c'est vrai que ça coûte, enfin, c'est pareil, le prix dépend de la taille, de la qualité, et ainsi de suite, mais c'est quand même un truc qui généralement qui va durer longtemps. De tous les outils que j'ai quand je bricole comme ça fait partie de ceux que j'utilise. Alors en même temps, faut savoir que je récupère énormément de tôle. À chaque fois que je récupère un vieux PC, une vieille chaîne, n'importe quoi, qui a un capot en tôle pliée, ben, généralement j'utilise la cisaille parce que les capots qui sont en U, si on veut les stocker, c'est pas très facile. Donc, ce que je fais, en fait, moi je les recoupe, et ça permet d'avoir des tôles plates, et j'en ai je sais pas combien, de toute épaisseur, de toute forme, ce qui fait que maintenant, avec ma réserve de récup, généralement, voilà, dès que j'ai besoin de quelque chose, ben, je vais pouvoir le tailler ici à la taille que je veux. Comme je vous ai montré avec l'étau, ou alors moi après j'ai la chance d'avoir des plieuses, ça permet après voilà de faire des petits boîtiers, des petits châssis très facilement. Et last but not least de cet inventaire, un petit peu des outils que j'utilise le plus, il y a ce qu'on a des fois tendance à appeler une Dremel, parce que je veux dire, c'est une marque qui est connue, c'est un petit peu comme on dit un frigidaire pour un réfrigérateur. Mais voilà, c'est toutes ces petites perceuses ici qu'on peut tenir à la main. Alors ça existe en basse tension, ça existe sur secteur comme celle-là, ça existe sur batterie. Et c'est vraiment aussi très utile. Et alors c'est aussi une perceuse comme la perceuse sur colonne que je vous ai montré. Ça n'a rien à voir, c'est tout complémentaire. Avec ce genre de choses, on va pouvoir mettre plein de petits outils là qu'on trouve. On en trouve un peu partout. Là j'en ai même trouvé il n'y a pas longtemps chez Lidl. Bon, c'est la qualité, voilà, c'est du Parkside, ça vaut ce que ça vaut. Enfin voilà, pour du tout venant, ça le fait bien. Et ça, je pense que ça fait aussi partie des outils qui vont permettre, voilà, de faire des ajustements, des petits perçages, des trucs comme ça. Donc voilà, et en fait, je dirais que quelque part, hein, encore une fois, si on y rajoute les outils de base, tournevis, marteau, machin et tout, avec ça, on est déjà, je veux dire, super bien équipé, et on va pouvoir se faire des beaux boîtiers, des choses comme ça. Pour les faces avant, je vous ai montré différentes techniques, hein, sachant qu'en effet aussi en utilisant une plastifieuse, par exemple, hein, c'est ce que je fais, je vous ai déjà montré ça, on peut faire des faces avant sympas. Finalement, il n'y a pas énormément besoin d'avoir des tas d'outils. C'est sûr qu'après, si on en a plus, on peut avoir des choses plus spécialisées, des outils, enfin comme je vous ai montré souvent dans les QDN, qui sont plus ou moins utiles et plus ou moins d'usage fréquent. Mais honnêtement, avec ce que je vous ai montré là, c'est vraiment quelque chose qui pour moi, voilà, pour démarrer, on a ça, on est déjà vraiment bien équipé, quoi. Donc voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura intéressé. Alors c'est sûr que y en a qui vont me dire sans doute que j'ai oublié des tas de trucs, il y en a qui vont me dire que finalement on n'a pas besoin de tout ça. Chacun en fonction un peu de son expérience, de ses besoins, de la place qu'il a, de ses budgets, voit bien sûr midi à sa porte. Après, il y a voir aussi un truc, c'est que voilà, on s'équipe petit à petit. J'ai la chance, je veux dire, moi, d'être relativement bien équipé, mais faut pas oublier un truc. Je veux dire, une quête que j'ai commencé, ouais, il y a quasiment presque 50 ans, quoi. Je veux dire que je commence à m'équiper petit à petit. Donc c'est sûr qu'au bout de ce temps-là, je finis par avoir, je veux dire, pas mal d'équipements, et bon, vous voyez ça dans mes QDN et tout ça. Donc maintenant, honnêtement, comme je vous l'ai montré, il n'y a quand même pas forcément besoin d'avoir tout ça, mais voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire petit à petit. Et je pense que voilà, avec les outils que je vous ai montrés, vous pouvez vraiment faire des bons trucs, et je dois dire que pendant relativement longtemps, j'ai eu en gros que ça à ma disposition, et que ça m'a quand même permis de faire pas mal de choses et des trucs plutôt sympas. Après, c'est sûr que si on a un tour, une fraiseuse, des plieuses, des tas d'outils, bah, ça augmente les capacités, mais honnêtement, c'est quand même pas indispensable pour faire du bon travail. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont me demander où est-ce que j'ai trouvé tout ça. J'aurais du mal à répondre parce que pour la plupart des choses que je vous ai montrées, c'est des choses que j'ai depuis très longtemps et qui n'existent, si ça se trouve, plus ou qu'on peut plus trouver et tout. Donc, enfin voilà, je vous ai montré les appareils. Maintenant, vous dire maintenant où est-ce qu'on peut les trouver, je pense que voilà, c'est un petit peu à vous de chercher en fonction. Ce qui est sûr, c'est que vous avez quand même des fournisseurs qui vendent ce genre de choses. Il y a RS qui vend pas mal aussi d'outils. Il y a Othello, par exemple. Il y a RC Machine. Enfin, voilà, tous ces fournisseurs
généralement vendent quand même pas mal d'outillage, et normalement vous devriez y trouver votre bonheur. Je vous rappelle que samedi prochain, le 3 à 21h, j'aurai comme d'habitude le plaisir de vous faire le live mensuel avec vous. Alors par contre, j'espère que j'aurai pas de problème, parce que je dois dire que, a priori, il y a quelques temps, Free m'a annoncé que j'étais en découpage total. Bon, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais à la limite, je dirais personnellement, je m'en fous un petit peu. La seule chose dont je me fous pas, c'est que depuis quelques temps, bizarrement, j'ai un débit montant chez moi qui est très aléatoire. C'est-à-dire, généralement, au débit descendant, ça marche bien, parce que je ne touche pas la fibre, moi je suis en ADSL. En descendant, ça va, mais en montant, mais des fois, c'est insupportable, quoi. Il n'y a plus rien qui passe. Là, moi, je suis en télétravail. Quand je fais des visios, là, j'ai des collègues qui me disent que la vidéo, même pas en rêve, ou c'est tellement pixelisé, et des fois, ils n'arrivent même pas à entendre ce que je dis. Et ça, par contre, c'est vraiment quelque chose de gênant. Alors, c'est pas tout le temps. Ça le fait de temps en temps. Et des fois, ça marche bien. Et j'ai ouvert un ticket chez Free, pour info. Alors, je suis tombé sur un gars très gentil qui m'a, en fait, il m'a fait rebooter la Freebox. Bon, voilà, c'est sympa, mais je pense que c'est pas ça qui va résoudre mon problème. Je pense pas, j'ai fait pas mal de tests. Je pense pas que ça vienne de chez moi. Je pense qu'il y a un truc qu'ils ont dû changer. Quoi, j'en sais rien. Mais voilà, donc voilà. Ce qui est sûr, c'est que si par hasard le live là, il y a une qualité moins bonne que d'habitude ou ça, bah voilà, j'aurais au moins expliqué pourquoi. Et honnêtement, c'est pas de mon fait, parce que voilà, moi, à part couper le maximum de choses qui peuvent prendre de la bande passante chez moi, j'ai pas tellement d'autres, je veux dire, leviers d'action. Alors, vous pouvez rien dire, je prends une clé 4G, mais ici, au fin fond du trou de ma Vendée, là, la 4G, c'est même pas en rêve. Enfin donc, voilà pour ça. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Oh non, ça va pas. Je vois à ta tête que ça va pas. Enfin, à ta tête, façon de parler. Qu'est-ce qui se passe? T'as demandé à Pincette ce qu'elle voulait pour Noël. Ah ouais, et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle voulait divorcer? Bah, Léon. Et t'as répondu quoi? Que tu pensais pas mettre autant. Allez, bah, Léon. Ça va être gay l'ambiance pour les fêtes. Là-dessus, que Tournicotti, le seigneur des perceuses, vous fasse de beaux trous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.